pourrait embarquer dans Barton Fink pour le let's go. personnage. Ah ouais. Parce qu'on va skipper un peu le début, parce que pour vrai... On va sûrement y revenir, mais je pense que le plus gros morceau, puis pour plusieurs raisons, un de leurs premières grandes œuvres qui a fait « Oh shit ». C'était le 4. C'est leur quatrième film en 1991, là où Deacon arrive dans l'équation aussi. C'est pas étranger aussi à tout ça. Parce que Deakins a amené quelque chose beaucoup à la caméra, a compris leur style et l'a poussé plus loin. Je vais juste mettre en contexte Barton Fink pour ceux qui ne connaîtraient pas le film. On est, en fait, ça parle d'un dramaturge new-yorkais qui va être... 40. Oui, c'est vrai. On est pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut le dire quand même, qui va être... il y a un contrat pour écrire un film de catch, un film de lutte à Hollywood. Donc, il ne connaît pas ce sport-là. Il ne connaît pas les sports. En fait, il ne s'intéresse pas à grand-chose d'autre qu'au théâtre. Là. Et il ne connaît pas le cinéma. Donc, il arrive dans un tout autre monde, dans un hôtel devant sa machine à écrire, et là, le syndrome de la page blanche, le syndrome de l'imposteur. Il est confronté à des personnages, John Goodman qui est son voisin, une espèce de gars d'assurance, mais un peu louche, vraiment smart, mais... jovial agressif. Donc, c'est ça. Et ça leur a valu la Palme d'Or. Pas juste la Palme d'Or. Non, je suis réalisateur et acteur pour John Turturro. Mais c'est le seul film à avoir gagné les 3 prix prestigieux à Cannes. Parce que souvent, à Cannes, faut comprendre, un film va gagner une palme, mettons, meilleur acteur. Des fois, ils ont 2 palmes, mais 3 prix à Cannes, c'est la première fois. C'est la première fois, puis je pense pas que c'est réarrivé. Ils ont mis une interdiction. Ils sont barrés à 2 après. Pour vrai, parce que c'est Roman Polanski qui était le jury en chef. Là. Et il a vraiment comme voulu rien savoir des autres films. Puis je pense qu'il a vraiment essayé d'influencer le jury, jusqu'à quasiment les saouler, là, je te jure. Là, donc, il est bon dans le non-consentement. C'est sa force. Donc, c'est ça, il y avait déjà un coup de cœur, puis dans le sens où il y a des similitudes aussi avec son cinéma. Là, si on parle à Le Locataire, là, un des films que j'aime beaucoup de lui, là, malheureusement, mais qui a des similitudes à faire quand même. On frôle pas l'horreur, mais l'étrangeté, là, l'espèce de... Sur une ligne, le fun. Mais là, justement, Barton Fink, je trouve, moi, c'est ça. Tu sais, Raising Arizona, je pense que je l'ai vu un moment donné quand j'étais jeune. Là, ça jouait à TVA. J'ai vu des bouts. Là. De mon souvenir, c'est les films un peu des frivoles comédies des Coen, qui va faire écho à des Burn After Reading. Exactement. Puis là, je n'aimerais pas toutes, là, mais dans cette vague-là, qui a l'air très colorée, là, j'ai écouté Miller's Crossing. J'ai vraiment pas eu tant de plaisir. Ben moi, parce que, non, mais c'est bon, mais pour moi, c'est comme... OK, Barton Fink arrive, puis là, c'est clair. Ouais. Tandis que j'ai écouté Miller's Crossing, puis j'étais comme... Pas que c'est mauvais, mais j'étais genre... Mais c'est plus hermétique. C'est plus hermétique, puis j'étais comme... C'est pas tant clair que c'est du Coen. Tu sais, dans tout ce qu'on va nommer aujourd'hui, il y a des moments le fun, mais je trouvais que ça jointait pas. Tu sais, quand le chef là, des Irlandais, il y a du monde qui vont le tuer chez eux, puis il veut ça en carnage. Tu sais, il y a des moments le fun. Toute la poésie dans le bois, le chapeau, tu sais, ce côté-là poétique qui est le fun, la musique est bonne, il y a vraiment des bonnes performances, mais il y a aussi le personnage de Gabriel Byrne qui est un peu... très drabe. Qui est dur à s'attacher à, tu sais, parce qu'il est super bon, mais en même temps... C'est ça, mais c'est là le lien que je voulais faire avec Barton Fink, c'est les personnages... La qualité des personnages que dans Miller's Crossing, je trouvais... Tu sais, il y a certains qui sont intéressants. John Polito, là, qui est incroyable. C'est ça, tu sais, mais c'est que le début, il est lent, puis on est comme avec Gabriel Byrne, puis je suis comme... OK, c'était comme... Puis là, il y a une scène, le fun. C'est le fun. Qui est, mais sans plus. Tu sais, c'est pas les personnages des Coen. Tu sais, j'aime ça, justement, l'univers des Coen, d'arriver avec des personnages qui sont... Certains plus grands que nature, mais c'est pas tous les plus grands que nature. Non, pas toujours, mais non. Si ils sont pas plus grands que nature, ils sont ultra trop normaux, mais qui devient drôle. Tu sais, c'est ça, c'est qu'ils jouent avec les tons de tout ça, d'affronter justement, là, John Turturro, qui est un acteur incroyable, qui là, il joue le gars cliché, introverti, névrosé, le créateur très cliché, mais qui est basé sur des vrais... Plusieurs personnes. Plusieurs créateurs de théâtre, écrivains, mis dans lui. Là. Et d'opposer ça à John Goodman, qui est le gars imposant. Fait que là, tu arrives vraiment dans leur univers, le fun. Là tu es comme, OK, là, on a du plaisir. C'est drôle, mais en même temps, ils nous virent tout le temps ça. Tu sais, là,
on tombe dans les subtilités de tout ce qu'ils ont fait après. Là. Tu sais, avant, oui, il y avait les bourgeons, il y avait les codes s'en venaient, mais là, ça s'est placé. Ah, ça s'est vraiment placé, effectivement. Puis à partir de là, ça n'a pas dérougi. Tu sais, mais non. puis je pense que c'est la base de l'histoire des Coen. Souvent, peut-être Blood Symbol, tu l'as dit un peu, mais c'est souvent une prémisse mince. Souvent. Mais là, parce qu'il y a beaucoup de films, fait que on généralise. Ouais, là, c'est ça. Mais mettons, Big Lebowski, une prémisse très mince. Oui. C'est ça, je veux dire. C'est comme, le film, là, c'est comme... C'est une suite de revirements, mais qui part d'un espèce de... Là, c'est comme, le gars, OK, on s'en va. Il y a un hit à Broadway, il s'en va OK. Et à partir de là, tu es OK, mais c'est quoi le... Puis là, ça part, tu sais. Mais c'est ça, les frères Coen, c'est que ça part, puis il y a une crescendo, un moment donné, qui c'est de qui rencontre en rencontre. Là, c'est les personnages qui rentrent, ils arrivent dans le film. Comme là, le personnage de Barton Fink, il choisit presque rien dans ce film-là. Il est comme mené par le producteur, il est mené par le voisin, il est mené par l'auteur, plus la femme de l'auteur alcoolique. Tu sais, il est comme juste... Il se fait amener en bateau là-dedans, puis il est juste pas bien, tu sais. Mais c'est la base aussi, puis il le dit en entrevue, il aime ça mettre des personnages qui sont pas dans leur... En tout cas, je vais le dire de même, c'est peut-être pas bien phrasé, mais qui sont pas nécessairement dans le... Qui débarquent dans un endroit que c'est pas leur environnement et qui vont être dépassés par la situation. Ouais. Tu sais, même Bird After Reading, on va en parler vite parce qu'on n'en parlera pas nécessairement, mais c'est un peu ça, tu sais, l'idée de Brad Pitt qui trouve des documents, puis là, il pense que c'est des affaires de la CIA, il s'embarque dans un engrenage qui les dépasse. Connaît pas, là, ben oui. Tu sais, puis c'est ça, les Coen, c'est que, on va faire ça, puis... C'est ça, Brad Pitt, c'est un bon exemple dans Burn After Reading. C'est un gars dans un gym qui va se ramasser à l'ambassade russe. Essayer de vendre des papiers documents, de la CIA. mais qui n'est pas des documents de la CIA. Non, je sais, mais tu sais qu'il n'y a pas de bon sens. Là. C'est ça. Mais c'est un peu ça, les Coen. C'est la base de pas mal, beaucoup de leur filmographie. Certains moments, ils ont essayé de dire, OK, on va faire autre chose. Mais ça reste ça, puis c'est hyper payant. Ouais. C'est qu'avec ça, tu as souvent quelqu'un du fait qu'il se fait dépasser par les événements, ben, tu as beaucoup d'humour là-dedans et ou beaucoup de drame en même temps parce que tu fais comme, ben, c'est pas tant... Mais souvent, c'est des personnes pas tant le fun, mais qui méritent pas nécessairement leur sort non plus. Tu sais, fait qu'il y a comme une question éthique weird, tu sais. Ouais, d'empathie pour les personnages. Parce que même, tu sais, Barton Fink, quand tu regardes ça, lui, c'est ça, il arrête pas de dire, moi, tu sais, le théâtre, puis moi, je suis un écrivain du peuple. Puis le peuple, mais... Il écoute personne. Mais il est tout sauf le peuple. Il est tout sauf ça. Il est super, tout le temps bien en smoking. Tu sais, après qu'il sort de sa pièce, il s'en va dans un truc, puis c'est que la haute société, puis il est comme, moi, je parle du peuple. Le peuple. Mais justement, quand il arrive à Hollywood, qui est un art plus populaire, il est complètement dépassé, puis en plus, il parle de lutte. Qui est hyper, tu sais, puis il sait plus quoi faire, mais c'est ça, mais il se ment à lui-même, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tout ce qui se passe, c'est comme, mon Dieu. Mais... Mais là, je sais pas si on embarque là-dedans, mais les significations de Barton Fink. Barton Fink, il faut parler de les lieux, puis ça, aussi, ça revient. Les lieux sont un personnage souvent. Des fois, c'est la ville au complet, des fois, c'est une pièce. Ouais. Mais là, c'est vraiment l'hôtel ou sa chambre. Il y a un énorme travail plus mature fait sur le son et la patience dans le montage, la tapisserie qui décolle, un maringouin, un son qui est isolé, qu'on va juste entendre ce son-là. Mais là, c'est parce que moi, j'ai envie de parler avec toi, mais là, je sais pas si c'est on va parler de spoil, là. Ouais. Mais le film, ce qui se passe dans le film, c'est-tu vrai ou dans la tête de Barton? Ben ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ils ont joué là-dessus. Attention, prenez une pause si jamais vous avez peur de se faire spoiler. Mais effectivement, il y a une grosse métaphore de l'enfer dans ce film-là. Oui. On ne sait pas si on est vraiment dans l'enfer. Est-ce qu'on est dans sa tête? Est-ce qu'on est dans une reproduction de l'enfer? Ben, en fait... métaphore, plutôt. Le film est une grosse métaphore. Mais en même temps, il s'amuse avec... Tu sais, parce que quand je disais les gars ne sont pas prétentieux, mais ils s'amusent un peu à... Le film tire pas des pointes, mais... Parce que, on s'entend le corridor de l'hôtel, il donne une vibe, l'hôtel de Kubrick. De Kubrick. Oui. L'espèce parce que l'espèce de truc très... la synchronicité, tout est égal. Il y a quelque chose de Kubrick très comme maniaque. Droit asymétrique, oui. Puis, pas qu'ils se moquent de ça, parce que l'affaire, c'est que leur cinéma n'est pas ça. Il y a comme une prétention... Ils flirtent avec une espèce de prétention qu'ils n'ont pas. Mais je pense qu'il y avait comme un petit... on va faire... On est intello. Ils s'amusaient avec les codes, mais puis l'affaire aussi qui est importante, c'est qu'à ce moment-là, il était en train... Il avait commencé à écrire...
juste avant, ils ont écrit Miller's Crossing, ils ont pris une pause. Ouais. Parce que là, il y avait le syndrome de la page blanche. Ça leur arrive souvent, de toute façon, de faire ça. Et là, ils ont écrit Barton Fink, qui parle de ça, un peu. Mais c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'ils ont transposé l'enfer qu'ils vivaient de ne pas être capable de finir le film. Sur un enfer un peu plus comme au pied de la lettre. Oui, c'est ça. Mais le gros truc qui fait que un moment donné, je ne m'étais pas rendu. Parce que moi, je l'avais vu il y a très longtemps, là, je l'ai réécouté là. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, il est dans la chambre, puis il entend la chambre voisine qui font l'amour. Ouais. Puis il écoute au mur. Mm-hmm. Mais le mur qui écoute, là, c'est la salle de bain, l'autre bord. Ouais, c'est chez eux. C'est pas la chambre. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est là que ça a amplifié mon affaire de OK, ouais, c'est dans sa tête, les sons. Tout est il est vraiment juste dans sa chambre d'hôtel en train de virer fou. Mm-hmm. J'adore ce film-là, dans mes préférés de tous les films, puis pour plein de raisons. Mais tu sais, tout le background de la guerre mondiale, qui n'est pas super là, mais vers la fin, là, tu vois, le producteur qui commence à être. Il va s'enrôler, un caporal. T'es réquisitionné pour la guerre. Il y a tout ça. Le film prend une espèce de switch vers la fin avec tout ce qu'on essaye de ne pas dire, mais qui devient vraiment sur un autre ton complètement. Tu sais, on est comme dans le film, dans le drame historique / comédie noire / plein d'affaires. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de couches à ça, les performances, je répète, mais le travail sur le son ou les fantasmes aussi avec le fameux cadre, la scène finale qui est comme une anti-fin, mais en même temps qui est juste parfaite dans les circonstances. Tu sais. Ils ont souvent fait ça, là, une espèce d'anti-fin. Là. Ouais. La sonnette, quand il sonne à l'hôtel, ça me fait tellement rire. Ouais. C'est juste comme, ils vont étirer le son. Tu sais, une sonnette de comptoir, ding, mais ça va durer jusqu'à temps que tu l'entendes presque plus, mais finalement, tu l'entends encore parce que Chet, qui est joué par Steve Buscemi, va l'arrêter, puis là, tu te rends compte que tu l'entendais encore. Parce qu'on l'entend plus parce qu'à un moment donné, il y a ses bruits de pas qui embarquent. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a des bruits. Puis là, quand il arrête de marcher, tu l'entends encore, puis il touche. Ouais. Ça, c'est juste un détail. Là. Ça pas vu le film, c'est dur de relate là-dessus, mais c'est très drôle, mais c'est pas avec des gags qui nous font rire. C'est avec un montage. Ouais, c'est du montage, c'est ça.